Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien sûr, vous pourrez vous livrer à tous les plaisirs que vous souhaiterez, qu'ils soient immoraux ou pas. Car chers amis.e.s, c'est bien de la relation ténue et paradoxale entre morale et plaisir dont il va être question dans cet épisode, à travers un regard transversal sur une saga de films d'horreur dont vous avez peut-être entendu parler, une saga composée de 3 films, écrits et réalisés par Damien Léonet, j'ai nommé la saga Terrifier. Alors je dis pourquoi est-ce que vous en avez probablement entendu parler, c'est parce que le 3 est sorti il y a quelques semaines, et qu'il y a eu son petit buzz sur les réseaux sociaux à coup de story, à coup de tweet, à coup de snap, pour nous expliquer à quel point le film était immonde, dégueulasse, insoutenable, que les gens faisaient des malaises, ils distribuaient des sacs à vomi à l'entrée des salles, et puis surtout, chose extrêmement rare pour être signalée, c'est le premier film d'horreur, donc non pornographique, à avoir été interdit aux moins de 18 ans, depuis près de 15 ans, le dernier étant Saw 3. Et moi, cette interdiction, elle m'a frappé. Elle m'a frappé parce que figurez-vous que donc j'ai fait une école de cinéma, spécialisée en production cinématographique, et que j'ai fait ma soutenance, enfin mon espèce d'oral en fait de validation de ma spécialité, sur le sujet de la classification du CNC. En fait, comment est-ce que justement une interdiction aux moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans impacte la vie économique des films et la possibilité même de leur distribution. Donc évidemment, moi qui suis un petit peu sensibilisé à ce sujet et par les recherches que j'ai fait pour préparer cet oral, je vois ça, je me dis oula, il se passe quelque chose. Et puis bon, évidemment, le buzz est monté un petit peu artificiellement par le distributeur, ce qui est normal, hein, c'est le jeu. Et contre toute attente, cette interdiction n'est pas punitive pour le film, mais au contraire lui fait une putain de publicité, à tel point que le film est même considéré comme un succès. Et moi, vous me connaissez, quand il y a un succès comme ça, qu'il y a un phénomène, on va dire, cinématographique dont beaucoup de gens parlent, moi j'ai envie d'y prendre part. Hein. Moi je veux pas rester sur le banc, même si, de base, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, et je dois vous avouer que lorsque j'ai fait des recherches un petit peu sur ce que c'était la saga Terrifier, au départ, ça allait pas m'intéresser des masses, et j'avais pas du tout prévu d'y consacrer un épisode de d'Explorer. Si vous voulez, la saga de films gore avec un clown tueur, c'est clairement pas ce qui... mon appétence en matière de cinéma, disons, mais je vous l'ai dit, moi je reste pas sur le banc quand il y a un phénomène comme ça, donc j'y suis allé et j'ai regardé les 3 films d'affilée, figurez-vous. Donc j'ai passé un super week-end, voilà, j'ai fait des très beaux rêves la nuit, très apaisé comme vous vous en doutez, et je me suis posé beaucoup de questions devant ces 3 films. Beaucoup de questions que j'ai envie qu'on aborde en fait dans cet épisode pour parler plus généralement de cinéma d'horreur et du rapport bizarre que l'on entretient nous spectateurs avec ce type de cinéma, notamment vis-à-vis du plaisir qu'il nous procure. Parce que, on va pas se mentir, on prend du plaisir face à l'horreur. Et ce plaisir-là, il est particulier. Il faut l'interroger. Il faut se demander de quelle manière notre plaisir est suscité par ces films, et puis il faut se demander quel spectateur ça fait de nous. Ça, c'est évidemment la base d'une critique un peu formelle, si vous voulez, du cinéma d'horreur à travers la saga Terrifier, mais surtout, j'avais envie d'aller plus loin dans cet épisode et de me demander ce que ça faisait de nous comme sujet politique. Parce que je me suis fait beaucoup de réflexions de nature politique, on va dire, de comment est-ce que les symboles, les formes, les imaginaires qui sont au travail, dans les films d'horreur et dans la saga Terrifier en particulier, révèlent quelque chose de la manière que l'on a de penser en fait politiquement le monde qui nous entoure, et de comment est-ce que la manière que l'on a de se faire peur a une consistance politique que je trouve on n'interroge pas suffisamment. Donc voilà, c'est de tout ça que j'avais envie de vous parler dans cet épisode. Tout ça, toutes ces idées qui me sont venues en regardant des scènes où des femmes se font scier en partant du vagin pendant de très longues minutes. Oui, il n'y a pas de petite réflexion sur le cinéma. Bienvenue dans d'Explorer, chers amis.
Alors avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, de rentrer dans le lard de la saga Terrifier, j'ai 2 petites précisions à faire d'entrée de jeu. Premièrement, je vais traiter volontairement les 3 films de la saga comme un seul et même film. Je vais rapidement m'en expliquer. Il se trouve que les ayant regardés les 3 à la suite, déjà mon expérience de visionnage est une expérience, on va dire, presque sérielle de la saga Terrifier, je les ai pas découverts au fur et à mesure. Et puis, les 3 films se ressemblent quand même beaucoup. Et l'histoire de ces 3 films n'est clairement pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense que même les fans de la saga me donneront ce point. C'est pas pour ça qu'on regarde la saga Terrifier. Il y a vaguement une histoire, il y a vaguement 2-3 personnages, mais globalement, le seul intérêt réel de ces films, c'est d'éprouver des scènes gore produites par un personnage qui est un antagoniste qui se veut iconique. J'ai nommé Art le Clown, que vous avez toutes et tous probablement déjà vu, tellement le personnage est devenu une figure de pop culture. Ça, c'est intéressant aussi, on va en reparler. Mais, et surtout, on va pas parler dans cet épisode des films en eux-mêmes, à proprement parler. C'est-à-dire que si je devais strictement me contenter d'un commentaire formel sur la saga Terrifier ou d'un commentaire scénaristique, il y aurait pas grand-chose à dire. On va pas se mentir, Terrifier n'est pas du tout ce que j'ai vu de plus intéressant en termes de cinéma d'horreur, c'est pas du tout ce que j'ai vu de plus original en termes de manière de faire peur ou de générer de l'effroi, y compris avec le gore. En termes de mise en scène, je vais pas dire que c'est fonctionnel, mais je n'en pense pas moins. Et puis en termes de scénario, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire que vraiment, je vous le dis comme je l'ai ressenti, j'en étais à m'ennuyer profondément devant tout ce qui était autre chose qu'une scène d'horreur. En fait, tellement on a l'impression que toute l'attention, tout le budget, tout l'intérêt artistique de ces films se trouve quasi exclusivement en fait devant les scènes de gore à proprement parler, qui sont extrêmement bien faites, notamment parce qu'il y a un gros travail qui est fait sur la question des effets pratiques, donc beaucoup de faux sang, beaucoup de peau en silicone découpée, etc., etc. Et le film le sait, il sait très bien qu'il est là pour ça. En ça d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez honnête de la part de Damien Léonet, qui probablement ne s'attendait pas à ce que ces films deviennent aussi populaires, parce que lui ne prétend pas que ces films soient plus que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des espèces de divertissements d'hémoglobine, de tripailles et d'intestins qui giclent de partout, constitués donc comme un spectacle qui se suffirait à lui-même, si j'en crois les vagues tentatives de développement de personnages dans le scénario, qui ne sont clairement pas l'endroit où l'attention de l'équipe artistique a été mise. Mais, parce qu'il y a un mais et il est de taille, j'ai pas détesté ces films. Et je vous en recommande d'ailleurs plutôt le visionnage si vous tenez ce genre d'image et que ça ne vous pose pas de problème, parce que j'ai pris du plaisir, moi, au visionnage. Un plaisir particulier qu'on va interroger et qu'on va vraiment travailler en profondeur, mais un plaisir malgré tout. Un plaisir de dégoût, le plaisir qu'on peut avoir à se cacher les yeux devant certaines images, le plaisir d'être impressionné, le plaisir aussi du grotesque, parce qu'il y a quelque chose de ça aussi dans la saga Terrifier, c'est-à-dire qu'on va tellement loin, si vous voulez, dans la dégueulasserie, que, paradoxalement, cette dégueulasserie devient festive parce qu'elle devient absurde. Et donc, du coup, ça provoque une espèce de rire assez libérateur, qui est intéressant, bien sûr, parce que, première a priori morale d'un spectateur face à ce type d'image, et il y a des images très violentes dans la saga Terrifier. Quand je dis très violente, c'est vraiment très violente, faut imaginer des scènes très longues de mutilation corporelle, vraiment interminables, voilà, je veux dire, on en a pour son argent, quoi, si on va chercher ce genre de film. Et il faut évidemment questionner le fait que l'on prenne du plaisir face à ça. Alors un plaisir artistique évidemment, je m'empresse de le préciser au cas où il y ait certaines personnes qui soient là en train de se dire « Attends, est-ce qu'il est en train de nous faire une confession de type criminel ? Dois-je appeler le 17 ?» Non, je vous rassure, on parle ici exclusivement de cinéma, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, ça, ce rire, ce plaisir qu'il y a face à ce type d'image. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord questionner le sentiment qui est au cœur de la démarche de ce genre de film, dans le cinéma d'horreur, en commençant par distinguer la saga Terrifier en la classant d'autres types de films d'horreur. Donc je l'ai dit, vous l'avez compris, Terrifier est un film gore.
c'est du cinéma gore, qu'on peut rapprocher du torture porn comme Saw et Hostel. Et c'est important de le classer comme ça parce que le sentiment que cherche à faire éprouver un film gore n'est pas du tout de la même nature que le sentiment que cherche à faire éprouver un film qu'on dirait d'épouvante. C'est-à-dire qu'un film d'épouvante, vous avez envie d'avoir peur. D'avoir réellement peur, d'avoir le cœur qui bat plus vite, d'être inquiet. C'est une forme d'inquiétude, d'adrénaline, d'un danger. Souvent, d'ailleurs, on joue sur le hors-champ, par exemple, sur une menace qui pourrait s'en prendre au personnage comme elle pourrait s'en prendre à nous. Alors que, lorsqu'on travaille du gore au cinéma, l'émotion qu'on cherche à procurer, c'est plus un effroi, si vous voulez. C'est-à-dire une forme de sidération. En gros, on va aussi se cacher les yeux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas du tout le même rapport à l'objet cinématographique, parce que moi j'ai du mal à dire qu'un film gore fait peur, mais prenons ce sentiment parce que on peut être horrifié par les images qu'on regarde, mais cette peur, elle est basée sur le choc et sur la répulsion. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais résumer, le film d'épouvante, c'est le film qui va vous faire vous regarder un peu derrière vous sur votre siège parce que vous allez être inquiet, alors que le film gore, c'est vraiment le film qui va vous faire avoir un mouvement de recul, en fait, sur votre siège. Vous allez avoir envie de fuir l'image parce que, justement, elle vous procure un effroi, une répulsion qui, paradoxalement, de la même manière qu'on prend du plaisir à se faire à être valdingué dans tous les sens sur une montagne russe, c'est un peu le même genre de plaisir. C'est quelque chose de très viscéral qui est lié à l'estomac, beaucoup, et qui nous ramène à quelque chose vraiment de primal. Et c'est dans cette direction d'analyse que j'ai envie d'aller. Parce que la question de la peur primale est beaucoup liée en fait à l'émotion qui est procurée par l'adrénaline. Donc l'adrénaline qui est un neurotransmetteur, on va pas faire un cours de science, mais c'est important aussi de regarder un peu le cinéma et l'impact qu'ont les images sur nous d'un point de vue scientifique, parce qu'après tout, nous sommes un cerveau aussi, nous ne sommes pas qu'un esprit lettré capable uniquement de poésie et d'analyse fine en littérature et en cinématographie, on est un putain d'organe qui fonctionne par connexion neurochimique, et il y a des techniques pour nous procurer certains types d'émotions. Et ce petit frisson-là de la répulsion, de l'estomac qui se retourne, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique au cinéma gore, et de ce point de vue-là, Terrifier nous en donne pour notre argent, encore une fois. Alors, il ne le fait pas de façon particulièrement créative, à l'exception de la question de son personnage principal, sur laquelle on va consacrer une grosse partie de cet épisode, mais en termes purement de mise en scène, je le redis, voilà, on est sur quelque chose de strictement fonctionnel, comme si les images dégueulasses qui allaient provoquer cette répulsion se suffisaient à elles-mêmes. Finalement, voilà, il n'y avait pas besoin de travailler cinématographiquement quelque chose autour de ça. L'impact émotionnel sur le spectateur allait être là de toute façon. Et c'est d'ailleurs un reproche que je fais beaucoup personnellement, et je suis évidemment pas le seul, au cinéma gore en général, c'est que très souvent, à quelques exceptions près, notamment par exemple Le Martyr de Pascal Laugier, qui je trouve est un film très intéressant scénaristiquement et narrativement, la plupart des films gore sont des films qui se contentent du minimum syndical, parce qu'ils savent que de toute façon, voilà, on va à l'abattoir en fait, on sait très bien quel type d'image on va voir, on sait très bien que ça va être dégueulasse, et quelque part c'est aussi un petit peu une manière de nous donner ce qu'on vient chercher, mais sans vraiment l'embellir, voilà, une espèce de consommation un peu rapide de ce type d'image, qui se suffisent à elles-mêmes. Et d'ailleurs, très souvent, moi je pense beaucoup à une saga de films comme Hostel par exemple, très souvent on va avoir un dispositif scénaristique qui est très simple derrière ces images-là. En fait, il vous faut juste un contexte et des personnages qui vont justifier l'existence de ces images. Donc par exemple dans Hostel, vous avez des riches qui viennent, je crois que c'est en Bulgarie ou en Roumanie, je me rappelle plus, pour en gros torturer des gens en dehors des lois américaines. Voilà, le pitch c'est ça, et il n'y a pas de scénario, il n'y a quasiment pas de personnages autour de ça, vous avez simplement une situation de départ qui est installée, qui va justifier une accumulation d'images qui se suffisent à elles-mêmes, comme si elles étaient de toute façon objets de cinéma, parce qu'elles étaient puissantes. Ce qu'on va évidemment, en tout cas moi c'est ce que je m'empresse de faire tout de suite, critiquer et regarder d'un œil dubitatif. Je veux dire, c'est pas parce que vous montrez une image choc que c'est une image puissante. Une image puissante de cinéma n'est pas nécessairement graphique, et une image graphique n'est pas nécessairement puissante.
Je pense que ce distinguo, on sera toutes et tous d'accord dessus. Mais évidemment, là, on est dans un cinéma de genre extrêmement codifié, dans le cas de Terrifier, donc il faut prendre au mot finalement ce qui nous est proposé. On sait ce qu'on va voir, on sait quel type de dispositif scénique, scénaristique et d'image va nous être proposé, et donc, analysons-le sans en attendre quelque chose de plus. On sait très bien qu'on va pas voir Salo ou les 120 jours de Sodome de Pasolini, par exemple, qui là a une démarche, qui a un dispositif un tout petit peu plus élaboré que Terrifier, je ne vous le fais pas dire, mais donc prenons Terrifier pour ce que c'est, une espèce de série B/série Z, et regardons-le comme ça, en nous intéressant donc au dispositif qui nous est donné, à savoir la figure d'Art le clown. Évidemment, son tueur masqué, qui est une icône aujourd'hui de pop culture, je le disais, icône de la saga Terrifier évidemment, et surtout un dispositif bien pratique, je veux dire, voilà, le tueur masqué qui va massacrer tout le monde, comme ça, voilà, on n'a pas particulièrement à se faire chier, à inventer un contexte, je veux dire, même Hostel, et Dieu sait que les films sont débiles, Hostel, au moins, il y avait vaguement un contexte politique, tu vois ce que je veux dire, avec les riches, voilà, ça parlait de lutte des classes, de machin, alors là, non, c'est vraiment, on est au minimum du minimum, c'est le tueur masqué qui va charcuter des gens et découper des femmes en partant de leur vagin pendant de longues minutes, voilà, c'est le cinéma de Damien Léonet, et prenons-le pour ce qu'il est. Mais si dans un premier temps j'étais un peu moqueur, je vous l'avoue, et je m'en excuse, prenons au sérieux cette figure de Art le clown qui traverse les trois films, parce que, voilà, je disais que c'était en gros le slasher, le tueur de slasher débile, etc., qu'on a vu 150 fois. C'est pas exactement le cas, et on va détailler les spécificités de ce personnage qui, très clairement, est... Même s'il dit l'inverse en interview en disant qu'il veut travailler des personnages, non, Damien, c'est faux. Toute ton attention artistique est concentrée sur cette figure, et elle est très réussie. Même si elle reprend quand même des éléments assez classiques du cinéma d'horreur, notamment, à commencer évidemment, par l'immense classique, j'ai nommé le mutisme de la menace. Voilà, donc très souvent dans un film d'horreur, le personnage menaçant ne va pas parler. Donc la communication avec lui va être impossible. On pense à Jason Voorhees par exemple de la saga Vendredi 13, on pense à évidemment Michael Myers de la saga Halloween. Ce sont des personnages taiseux, qui ne disent rien, et qui, voilà, vont massacrer en silence, avec cette barrière de la communication qui fait qu'on a une absence de compréhension sur ce qui motive leurs actes, parce qu'ils ne parlent pas, en fait ils n'expliquent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, et donc du coup ça laisse notre imaginaire évidemment travailler ces mêmes motivations. Et c'est le cas aussi de Art le clown, mais là il y a quelque chose de plus intéressant à mon avis que dans les figures de Myers et de Jason Voorhees, c'est que Art, non seulement il est muet, mais en plus il parle en mime. Et ça c'est vraiment intéressant parce que chez les autres personnages, on a ce côté taiseux, donc le fait qu'ils ne communiquent pas leurs intentions, mais chez Art, il y a l'impossibilité de parler. C'est-à-dire que c'est un personnage dont on sait qu'on ne pourra jamais communiquer avec lui. C'est pas comme les autres qui, simplement, Michael Myers, s'y refuse de parler parce qu'en fait il est fou, ce qu'on apprendra plus tard dans le film, ou Jason Voorhees parce qu'il est traumatisé. Là on a un personnage extrêmement mystérieux, dont on ne sait pas pourquoi il ne parle pas, qui habite son costume et sa gestuelle de cirque jusqu'au bout, avec un amusement et une sorte de sadisme vis-à-vis de ce qu'il fait, qui ne sera jamais justifié ni par la parole, donc, ni par la psychologie, puisque Art est un personnage qui n'a pas de passé dans les films, qui n'a pas non plus de présent et qui n'a pas réellement d'avenir non plus, qui n'a pas d'identité, donc c'est pas, on va pas se rendre compte qu'en fait, derrière le tueur au masque, en fait, il y a quelqu'un qui a un prénom, un nom, etc. Pas du tout. Dans le cas de Art, c'est un personnage totalement anonyme, et donc c'est un personnage totalement insaisissable pour le spectateur et pour les personnages, ce qui le rend d'autant plus iconique. J'ajoute à ça que Art est un personnage qui n'est pas humain, de façon générale, c'est-à-dire qu'il est indestructible, immortel, puisqu'il va ressusciter à la fin du premier film, et qui n'a aucune motivation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait, on n'a pas la moindre idée de pourquoi est-ce qu'il tue, à part le sadisme, finalement. Et moi, face à ce personnage, qui est assez remarquablement interprété, je trouve, par le comédien qui est sous le masque, je me pose une question. Je me dis,
c'est quand même bizarre de créer une icône et de lui donner si peu de densité, en fait. C'est-à-dire que Michael Myers, par exemple, donc le tueur d'Halloween, il a un nom. Il a un passé. C'est une figure, il a une psychologie. En fait, c'est un personnage, tout simplement. Art le clown, c'est pas réellement un personnage, en fait. C'est un symbole. C'est quelque chose de totalement déshumanisé qui n'a aucune psychologie, à part la vengeance, dans le cas du 3e film, mais bon, la vengeance n'est pas une psychologie particulière, surtout qu'elle est assez logique, on va dire, avec sa profession de tueur en série. Il n'y a rien, en fait, pour le saisir, si vous voulez. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il fait, et ce qu'il fait, ce sont ses meurtres à la chaîne et à répétition. Et puis il y a ce nom, aussi, évidemment, Art, qui veut dire art, hein, si jamais si jamais il y avait vraiment des gens qui parlaient pas du tout anglais qui écoutaient le podcast. Et donc, eh bien moi j'en viens à la conclusion, et c'est intéressant, c'est là où je me contredis moi-même, parce que je laissais sous-entendre qu'il y avait rien. Il y a quelque chose dans la saga Terrifier, il y a la volonté de construire un personnage qui est exclusivement symbolique. Art n'est pas un personnage au sens où ce n'est pas une personne qui est moteur d'un récit. C'est un symbole, c'est une métaphore. Et alors de quoi est-ce que c'est une métaphore ? C'est une métaphore du cinéma d'horreur lui-même. Parce que dans la saga Terrifier, les autres personnages, on s'en fiche un peu, les autres scènes, on s'en fiche un peu, nous ce qu'on vient voir, c'est du gore, c'est des images chocs, ce sont des moments d'adrénaline qui nous sont provoqués par l'effroi graphique de ces corps mutilés. Et qui est-ce qui mutile ces corps pour notre propre plaisir ? C'est Art. Art le clown, c'est le film Terrifier lui-même. C'est celui qui rend possible le spectacle. C'est, si on pousse vraiment la logique, Damien Léoné lui-même. Sa seule fonction est de créer le spectacle, dont nous allons jouir. Et dont nous allons jouir sans nous poser aucune question, puisque il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de commentaire qui est fait sur quoi que ce soit, c'est juste du sang et des tripes. Et c'est assumé comme tel. Et le fait que ce soit assumé comme tel, à ce point-là au premier degré, faut le prendre au sérieux. Faut pas simplement se dire c'est débile, le mec il sait pas parler, il sait pas foutre un contexte autour de son histoire. C'est clairement voulu. Je veux dire, la manière dont est construit le personnage de façon purement symbolique, faut prendre ça avec des pincettes et réellement se poser la question de pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et quand je regarde les 3 films, la conclusion à laquelle moi, Clément spectateur, j'en viens, c'est que Damien Léoné ne veut pas s'embarrasser, si vous voulez, de tout ce qui constituerait une complexité, de façon générale. Une psychologie, un contexte, un commentaire, une lecture symbolique, etc. Pas du tout. Lui, il est complètement au premier degré, il est complètement dans la jouissance et le plaisir bizarre que vont nous procurer ces images, il est complètement dans ce qu'on appelle un cinéma régressif. C'est-à-dire un cinéma qui sait, entre guillemets, qu'il est bête, et à qui ça convient très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise, justement ? Qu'est-ce que c'est que ce plaisir devant un spectacle bête ? Devant quelque chose qui sait qu'il n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'il est, que l'on prendra du plaisir quand même, malgré le fait que ce soit con, et que ça se voit que c'est con. Et bien moi, la conclusion que j'en tire, après avoir pas mal réfléchi autour de ces questions, c'est aussi pour ça que l'épisode sera un peu tard, par rapport à la sortie de Terrifier 3, parce que vraiment j'avais besoin de creuser le truc. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la raison pour laquelle on aime à ce point les films régressifs, dans régresser, il y a le fait de revenir en arrière, je veux dire, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien en fait, c'est parce que c'est un plaisir qui est infantile. En fait, nous, spectateurs adultes, devant ces films, on se sent comme des enfants. C'est un pur plaisir du premier degré, de la bêtise, de l'absence d'intelligence, de la destruction, du chaos, de la méchanceté, pour elle-même. C'est-à-dire vraiment comme un gamin qui serait une petite terreur. Vous voyez tous très bien de quoi je parle. On dit toujours que les enfants sont cruels, mais cette cruauté, il faut la questionner. C'est-à-dire que c'est pas une cruauté qui a un but.
C'est une cruauté qui se suffit à elle-même. C'est un plaisir d'être pas gentil qui se suffit à lui-même. Je veux dire, quand un gamin pisse sur une fourmilière, mentez pas, on connaît tous quelqu'un qui soit l'a déjà fait, soit on l'a fait nous-mêmes au moins une fois, un gamin qui pisse sur une fourmilière, il le fait pour voir les fourmis s'agiter. Pour le pur plaisir de la destruction gratuite. Et je pense, fondamentalement, que c'est ça qu'on aime dans le cinéma d'horreur, en fait. Le plaisir régressif que l'on prend face à ces images, en fait, c'est un plaisir infantile. On redevient des enfants. On redevient bête, en quelque sorte. Et ça nous plaît. Ça nous plaît parce que c'est chiant, la vie d'adulte, des fois. Et qu'est-ce que ça veut dire redevenir des enfants ? C'est-à-dire s'autoriser à nouveau à s'affranchir des barrières morales, donc à être cruel, donc à jouir devant des images qui devraient nous choquer, mais on en jouit quand même, et on trouve ça grotesque, et on rigole, et on sait pas pourquoi, mais ça nous plaît, cette adrénaline, etc. Parce que c'est immoral. Parce qu'on a le droit de s'en foutre. Et parce qu'on a le droit, aussi, d'avoir peur à nouveau, d'être horrifié à nouveau. Parce que quand on est un adulte, en fait, on n'a pas le droit d'avoir peur, en quelque sorte, dans la vie. L'adulte, c'est celui qui a des responsabilités. L'adulte, c'est celui qui va devoir se battre pour protéger les plus faibles. Je parle au niveau vraiment très symbolique de base. L'adulte, c'est celui qui doit travailler pour gagner sa vie. L'adulte, c'est celui qui doit affronter les défis. L'adulte, c'est celui qui doit surmonter les épreuves, etc., etc. On n'a pas le droit d'avoir peur, en fait. Et dans le plaisir régressif du cinéma d'horreur et du cinéma de genre, il y a le bonheur de redevenir enfant, d'avoir à nouveau le droit d'avoir peur. Et c'est un plaisir qui soulage énormément. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait un bien fou de redevenir enfant devant des films. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent ça pour les films d'animation. On dit souvent, oui, on regarde des films d'animation pour s'émerveiller à nouveau à travers un regard naïf sur le monde, etc. Mais je pense qu'on fait exactement la même chose devant les films d'horreur. Simplement, c'est pas exactement le même type de sentiment et il est parfois un peu moins avouable. Sauf que ces films, devant lesquels nous redevenons enfants, ces purs plaisirs régressifs de la violence, de la cruauté, de l'image choc, de l'effroi, etc., ils sont pas pour les enfants, justement. C'est-à-dire que les enfants, ils ont peur des monstres, et ils ont raison, si vous voulez mon avis, mais nous, on est des adultes. Donc on n'a pas peur des mêmes monstres que les enfants. Nous, on a grandi. Donc nous, qui sommes dans le monde réel, on va dire un peu plus que les enfants, les monstres, les vrais monstres, on sait très bien que ça ressemble pas à ça. On sait très bien que les vrais monstres, les vrais tueurs, ceux qui font réellement ce qu'on voit dans ce genre de film, ceux qui sont les vrais Michael Myers, ceux qui sont les vrais Art le Clown, ceux qui sont des meurtriers sadiques, ceux qui attouchent, violent des enfants, les prennent en photo, revendent les images, etc. Ces gens-là, qui sont nos monstres à nous, d'adultes, ils sont pas déguisés en clown. Hein, ils vivent pas sous les ponts, ils se baladent pas avec un sac poubelle, et ils suivent pas les femmes la nuit en parlant pas leur langue. Hein, oui, parce qu'en fait, j'aimerais revenir sur cette histoire de mutisme du personnage de Art. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est mutique ? En fait, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer. Et quelqu'un avec qui on ne peut pas communiquer, et qui nous suit dans la rue, qui a une tête bizarre, qui s'habille pas comme nous, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque politiquement ? À quoi vous pensez quand je dis ça, hein ? Quand on a ces espèces d'images qui sont créées par les médias, ce narratif anxiogène autour des gens qui sont pas comme nous, qui sont des marginaux, qui parlent pas notre langue, qui s'en prennent à nous, hein ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Tout ça. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que Art le Clown est une métaphore de la vision raciste du migrant meurtrier. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Ce que je suis en train de dire par contre, c'est que, comme toute figure horrifique, Art le Clown fait appel à des choses qui existent déjà dans notre imaginaire et vient les activer. C'est-à-dire qu'un symbole ne peut être compris que s'il entre en interaction avec un esprit qui a déjà certaines références. Et ce à quoi fait appel Art le Clown pour nous faire peur, pour nous horrifier, c'est
à la menace la plus vieille du monde, c'est la peur du marginal. Si on regarde le premier film, c'est vraiment, mais c'est tellement frappant quand vous regardez, j'allais dire politiquement, le premier Terrifier. Art le clown, c'est quoi? C'est un marginal qui parle pas anglais, qui vit sous les ponts, qui a un sac poubelle, donc c'est un SDF, en fait, très clairement, qui harcèle des femmes. C'est vraiment cette idée qui est ancrée, mais gravée au fer rouge dans l'esprit de tous les flics de tous les pays du monde, qui est que le criminel, il ressemble forcément à ça. C'est-à-dire qu'un tueur en série, c'est un marginal qui vient pas de chez nous, qui vient pas de notre communauté, qui parle pas comme nous, etc. C'est-à-dire c'est vraiment, si vous voulez, l'image presque caricaturale de l'idée qu'on se fait d'une menace criminelle, en fait. Ce qui d'ailleurs, cette idée qui est à la fois classiste, raciste, xénophobe, etc., cette idée qui obsédait les flics a conduit d'ailleurs à ce que des véritables tueurs en série continuent d'opérer. Hein ? Parce que quand on se focalise sur le fait que le meurtrier, le criminel, c'est forcément un marginal, c'est forcément quelqu'un d'extérieur à la communauté, bah quand on s'appelle Ted Bundy, hein, qu'on est marié, qu'on est beau gosse, qu'on est propre sur nous, et qu'on peut assassiner des dizaines de femmes parce que de toute façon on nous cherchera jamais, quand on s'appelle John Wayne Gacy, je le cite lui parce qu'il se déguisait en clown, et qu'on était conseiller municipal carrément de sa ville, hein, bah on n'était pas recherché. Quand on s'appelait le Grêlé, pour citer un exemple français de tueur en série, hein, et qu'on cherche un marginal, un mec qui vit sur les routes, et ben nous, je parle du Grêlé en l'occurrence qui était flic, ben il savait très bien qu'on ne chercherait jamais. Donc si vous voulez cet imaginaire qui fait du marginal, du SDF, du migrant, le responsable de tous les problèmes, de toute la criminalité, alors que les vrais meurtriers sadiques, eux, on les connaît et que ce sont des gens parfaitement intégrés, eh ben, faut s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est ce type d'imaginaire qui est activé par les films d'horreur. Je veux dire, il faut vraiment qu'on commence à se poser la question, parce que quand on regarde les films d'horreur et les slashers en particulier, et qu'on les commente, les slashers, on se dit tout le temps, oui, ils sont politiques parce que c'est des films puritains. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, dans les slashers, les gens qui pratiquent l'acte sexuel sont condamnés de mort par le tueur. Ce qui est vrai, ce qui est une thématique récurrente. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faudrait commenter dans les figures horrifiques du cinéma de genre, c'est de comment est-ce que ça se fait, hein, que tous les imaginaires au travail pour constituer la menace, à savoir le marginal, le migrant et le fou, eh bien ce soit immédiatement ça qui vienne constituer notre peur. Hein ? C'est-à-dire que notre peur, hein, ce dont on a peur, nous les adultes qui regardons ce genre de film, bah, c'est que de trucs qui, fondamentalement, ne sont pas les vrais criminels et les vrais meurtriers de la société. Un peu comme si avoir peur, ça nous rendait quasi automatiquement réactionnaires, en fait. C'est que automatiquement, dès qu'on a peur, on redevient des gamins en fait. On redevient des enfants et on se met à avoir peur de figures presque symboliques, parce qu'en fait un marginal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Un migrant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Un fou, ça ne veut rien dire non plus. Et on se met à avoir peur de ça. Voilà, ces espèces de spectres symboliques qui activent et qui sont au cœur de toutes les figures horrifiques du cinéma de genre, alors que les vrais meurtriers, les vrais mecs dangereux, on les connaît, et ils ressemblent pas à ça. Et évidemment, moi je peux pas m'empêcher de lier l'usage symbolique de cet imaginaire-là, qui est un imaginaire que je qualifie politiquement de réactionnaire, parce qu'à mon avis c'est ce qu'il est, je ne peux pas m'empêcher de le lier avec le plaisir régressif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est parfaitement à l'œuvre dans Terrifier. Et Terrifier réactualise aussi cet imaginaire réactionnaire pour constituer son méchant. Et c'est pas le seul à le faire. Hein, je suis pas en train de dire que tout ça c'est de la faute de Damien Léoné, non, je pense que le cinéma d'horreur, quasi dans son entièreté, à l'exception évidemment de quelques films qui déconstruisent machin, est profondément réactionnaire, comme s'il fallait être réactionnaire pour faire peur, comme si on ne pouvait avoir peur qu'en tant qu'enfant, et qu'on était incapable de regarder les vrais monstres du monde réel. Hein,
les gens qui sont bien habillés, qui travaillent dans des banques, qui sont intégrés dans la société, voire même qui participent à la vie active de la communauté. Comme si on ne voulait pas voir ça. Comme si on avait besoin de se réinventer des monstres. Comme s'il fallait surtout pas grandir pour voir à quel point le monde est en fait un endroit effrayant. Je veux dire, quand vous regardez le procès Mazan, par exemple, qui fait l'actu là, les multiples viols de Gisèle Pelicot, c'est quoi le profil des mecs ? Ben, ils sont normaux. Justement, ils sont normaux. Et c'est ça qui est terrifiant, justement. C'est beaucoup plus terrifiant que si c'était juste, je dis juste entre guillemets, des marginaux, en fait. Ça peut être n'importe qui. Ça fait peur. Mais c'est comme si on voulait pas réellement avoir peur, mais qu'on voulait jouer à se faire peur. Qu'on regardait des films d'horreur pour ne pas regarder la vraie horreur. Qu'on voulait rester des enfants. Et cette réflexion-là, elle fait monter la saga Terrifier dans mon estime parce que je dis pas que tout ce que je suis en train de vous dire là est parfaitement conscient dans l'esprit de Damien Léoné et qu'en fait c'est un auteur génial de déconstruction du genre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais merci à cette saga de films de m'avoir fait voir ça et de m'avoir fait questionner le plaisir que je pouvais prendre devant parce que en fait j'aime être un enfant. J'aime être un enfant avec des yeux d'adulte. J'aime avoir le droit de m'affranchir des barrières morales et de trouver hyper drôle et hyper divertissant des images que je ne devrais pas trouver drôles et divertissantes. Mais est-ce que il serait pas temps que le cinéma d'horreur grandisse un peu, en quelque sorte, qu'il se mette vraiment à parler de l'horreur avec un H majuscule, qu'il se mette vraiment à parler de nos monstres à nous, et pas reconduire éternellement nos peurs d'enfants qui, lorsqu'on est un adulte et qu'on aime bien avoir une vision un petit peu simplifiée des choses, fait que l'on est incapable de voir les vraies menaces. Et qu'on reconduit des vieilles peurs. Le mec déguisé, le marginal, le pauvre, en fait. Celui qui est pas comme nous, qui parle pas comme nous. Et le fait est que moi, spectateur, qui suis attentif à ce genre de choses, qui suis politiquement intéressé par ces questions, etc., je me prends au jeu aussi. Je me prends au jeu parce que le plaisir d'être un enfant est irrésistible. Le plaisir d'avoir à nouveau le droit d'être bête. Et ce sera un peu ça, la conclusion de cet épisode, et la raison pour laquelle, malgré tout ce que je viens de dire, ou peut-être pas malgré, je vous recommande la saga Terrifier parce que le cinéma régressif a aussi ses vertus. Et sa vertu première, c'est de nous accueillir, et de nous donner le droit d'oublier. À quoi ça ressemble la vraie horreur. Le seul truc, c'est qu'il faut en sortir à temps. Avant d'avoir le droit de vote, en fait, tout simplement. Voilà, ce sont les réflexions que m'a inspiré la saga Terrifier de Damien Léoné. Vous avez vu, on a fait une analyse assez transversale et on s'est très vite éloigné de la figure de Art le Clown pour parler plus généralement du cinéma d'horreur, mais ça me tenait à cœur de parler de ça à travers cette saga, que du coup je vous recommande parce que c'est un pur plaisir régressif, qui en même temps questionne aussi la place du spectateur vis-à-vis de ce type d'image, et ce que ça dit de lui, à la fois philosophiquement, politiquement, esthétiquement. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, je serais ravi de lire vos retours sur cet épisode, et puis je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.